Bonjour et bienvenue sur OTV des élus des rivières. Donc, c'est une chaîne YouTube destinée à bâtir une culture commune au service des élus en charge de l'eau et des rivières et partager des savoir-faire. Tout de suite, je laisse la parole à nos trois universitaires et chercheurs, et voilà, pour qu'ils puissent se présenter et dire d'où ils viennent précisément. Merci. Oui, alors bonjour à tous, moi je suis chargée de projet pour le défi clé Water Occitanie. Donc je travaille avec Olivier et Claire dans le cadre de ce programme où on étudie les réusages de l'eau. Claire Albasi, je suis directrice de recherche CNRS au laboratoire de génie chimique à Toulouse et mes activités de recherche portent sur les traitements biologiques de l'eau et en particulier les problématiques liées aux micropolluants. Et je coporte le défi clé Water Occitanie qu'on va évoquer aujourd'hui par ces activités. Bonjour, et moi je suis Olivier Barretot, je suis chercheur INRAE à l'UMR à Montpellier sur les questions de gouvernance de l'eau et d'outils pour la participation. Et je suis également directeur adjoint du Centre UNESCO sur l'eau de Montpellier qui regroupe toutes les équipes de recherche de l'Académie de Montpellier qui travaillent sur l'eau. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'avec le GIS Eau de Toulouse, que dirigeait Claire, on a monté le défi clé qu'on va vous présenter un peu plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Olivier, avec la crise climatique, on entend de plus en plus parler de réuse, de réhute. Le plan lui-même a annoncé par le gouvernement en mars 2023 prévoit la réutilisation des eaux usées traitées à hauteur de 10% d'ici 2030, alors qu'aujourd'hui, moins de 1% de ces eaux usées sont réutilisées. Bon, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi on parle exactement quand on emploie ces termes? Tout à fait. Donc, d'abord, un premier point, d'où vient cette demande, cette idée de la reuse, c'est quelque chose qui est déjà pas mal utilisé dans d'autres endroits dans le monde, notamment en Israël, aux États-Unis, en Californie ou dans les pays plus au sud de l'Europe, en Italie ou en Espagne. Donc, il y a déjà des programmes à grande échelle de réutilisation de l'eau. Et aujourd'hui, il y a même des cas où c'est de la réutilisation pour la production d'eau potable, et aussi des cas où on va commencer à réutiliser l'eau là où l'eau usée est produite et générée, et non plus via des systèmes centralisés. Et ça se développe dans le cadre du réchauffement climatique, qui induit d'une part une plus grande demande en eau pour les cultures notamment, mais aussi une plus grande variabilité de l'apport d'eau dans les précipitations, et donc des besoins en eau qui deviennent des fois difficiles à satisfaire. D'où l'idée de reuse. La diapo d'après, s'il te plaît, encore la suivante. Et donc préciser de replacer ce qu'on appelle la reuse, donc le réusage de l'eau, qui est au-delà de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est tout c'est la reprise d'eau pour un nouvel usage. Je vais là maintenant vous la présenter, l'introduire dans le grand cycle de l'eau que vous connaissez tous, donc qui correspond à la circulation dans les trois grands compartiments que sont l'atmosphère, le réseau hydrographique de surface et le réseau souterrain. Et ces trois grands compartiments étant connectés d'une part par de l'évaporation, la transpiration des plantes, donc à partir de toutes les surfaces d'eau libre, mais aussi des végétaux, et des précipitations, qui ramènent de l'eau du compartiment atmosphérique vers le compartiment de surface, puis du compartiment de surface vers le compartiment souterrain, de l'infiltration. Ça, c'est le grand cycle de l'eau tel que vous l'avez tous appris à l'école. Et donc, ce grand cycle, il est perturbé d'abord, dans un premier temps, par des usages, donc qui vont induire des modifications du cours naturel. Ça peut être des prélèvements dans le réseau de surface pour le transférer ailleurs, des prélèvements dans le réseau de surface pour des productions qui vont potentiellement induire plus de transpiration, notamment les productions agricoles. Donc, l'eau qui va être prélevée ne va partir directement vers la circulation atmosphérique, mais toujours aussi des prélèvements qui vont revenir au circuit de surface. Ces prélèvements pouvant aussi être la flèche orange qui descend, de la recharge de la nappe. Donc on va prendre de l'eau dans le réseau de surface pour la remettre dans le circuit souterrain. Donc cette première perturbation, les usages, euh, vient impacter l'état des ressources, notamment des ressources en surface et des ressources souterraines, puisque je n'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a aussi des prélèvements dans les réservoirs souterrains.
Les réusages là-dedans, c'est ces flèches rouges là qu'on rajoute. C'est de la reprise dans les boucles d'usage avant le retour au milieu. C'est-à-dire que chaque boucle d'usage, il y a une partie qui part vers l'atmosphère et une partie qui revient vers le réseau de surface. Et c'est aller prendre cette partie qui revient vers le réseau de surface pour un nouvel usage. Et donc, au lieu de le renvoyer dans le milieu directement, on va s'en servir. Et ensuite, on va éventuellement, parce qu'il va revenir au milieu une partie de cette eau qui a été reprise sur le premier circuit. Mais une partie seulement, parce que certains de ces usages qui passent qui vont mobiliser de l'eau réutilisée, donc de ces boucles rouges, une partie va partir vers l'atmosphère par de l'évapotranspiration. Donc là, vous avez la reuse, comment elle s'insère dans le cadre du grand cycle de l'eau. Et maintenant, Justine va vous le présenter de la manière comment ça s'insère sur un terrain. Parce que là, c'était la présentation théorique, mais cette réutilisation, elle vient se faire dans des territoires et donc s'appuyer sur des cycles, des petits cycles spécifiques que Justine va vous décrire. Oui, donc du coup, je reprends un petit peu ce qu'a présenté Olivier pour l'intégrer finalement à l'aide de ces schémas sur un territoire. Donc quand on parle de réutilisation d'eau usée traitée, finalement ça s'intègre dans une notion plus large qui est la reuse. Donc la reuse finalement elle s'intéresse à un type de réutilisation qui concerne les eaux qui sortent des usages domestiques, puisque c'est un des volumes les plus importants et c'est souvent sur celui-ci qu'on se focalise. Donc juste tout simplement là, je reprends le cycle de l'eau où on prélève de l'eau, où on va ensuite la traiter dans des stations de potabilisation pour ensuite la stocker et ensuite elle s'est utilisée dans différents secteurs, donc dans l'industrie, par exemple dans les centres commerciaux, le milieu domestique, les espaces verts. Et elle est ensuite collectée dans des stations de traitement de l'eau. Et en France, on la rejette dans le milieu naturel, donc soit dans les cours d'eau, soit en mer ou en océan, dans les océans. Et donc là, tout l'intérêt, c'est de voir quel type de traitement on peut aussi utiliser pour, avant de rejeter dans le milieu naturel, réutiliser ces eaux. Donc là, c'est toutes les flèches qu'on voit en orange pour différents usages. Et donc, par exemple, pour l'irrigation d'espaces verts, pour éventuellement l'utilisation d'eau potable, mais là on est dans des cas très particuliers et qui se font pas forcément en France, mais plutôt en Namibie par exemple. Pour l'agriculture, les bornes d'incendie, la restauration, le- la, la régénération pardon, d'environnement, donc des zones humides artificialisées par exemple. Mais comme je vous le disais, dans la reuse, on peut aussi considérer d'autres usages comme les eaux qu'on récupère dans les eaux de pluie récupérées dans les réservoirs d'orage et tout simplement aussi les eaux de pluie éventuellement sur les toitures des bâtiments agricoles. Donc tout cela, tout nous, en tout cas dans le défi clé, on s'intéresse plus largement à cette notion de reuse dont on parle même parfois de réusage. Donc, dans l'idée de cela et de s'appuyer sur un territoire, c'est aussi de voir par territoire et de concevoir des scénarios de reuse pour limiter les conséquences environnementales et sociétales avec des visées économiquement aussi positives sur le territoire pour finalement ralentir le cycle de l'eau sur le territoire avant de la restituer au milieu. Donc, finalement, quels types d'eau sont concernés pour la reuse? On parle plutôt d'eau de la famille des eaux non conventionnelles. Donc, c'est toutes les autres types d'eau que c'est l'issue directement d'un prélèvement direct dans la ressource naturelle et faisant éventuellement l'objet d'un traitement approprié par rapport à l'usage. Donc, dans toutes ces eaux non conventionnelles, si on devait les citer, et encore, ce n'est pas une liste très exhaustive, mais bon, on a les eaux domestiques, eau grise, eau noire, les eaux de pluie, comme on disait, les eaux qui sont issues peut-être des toitures aussi de bâtiments, les eaux pluviales par le ruissellement, les eaux usées issues d'industries agroalimentaires, les eaux usées d'industrie tout simplement plus largement, les eaux usées traitées d'assainissement non collectif, les eaux usées des stations d'épuration, les eaux de piscine. Bon, voilà, c'est pour vous donner quelques exemples, mais ça permet quand même d'illustrer la diversité de ces eaux non conventionnelles. Que
versus les eaux conventionnelles qui sont les eaux superficielles, donc des cours d'eau, des lacs, des retenues, des barrages collinaires et les nappes d'eau souterraines. Merci. Donc, on a bien Donc, vu un peu l'enjeu, la définition, pour être plus précis pour savoir de quoi on parle. Il est aujourd'hui question de faciliter le développement de la réuse. Où est-ce qu'on en est en termes réglementaires et techniques? alors, on va en parler juste après. Mais ce que je reviens juste sur le contexte en fait de raréfaction, de pourquoi finalement on en arrive à la reuse. Et en effet, cette reuse, elle est vraiment confrontée à des problématiques de réglementation et qui vont a fortiori se poser sur le territoire et qui vont soulever plein de questions sanitaires dont on en parle juste après. Mais du coup, ce contexte de raréfaction mène à cette réflexion de la reuse pour justement économiser l'eau potable et en tout cas essayer voilà, de lui trouver d'autres usages avant de la refaire partir dans le milieu naturel et notamment parce que aussi ces autres usages peuvent bénéficier aussi des avantages qu'ont les eaux non conventionnelles. Cet aspect aussi d'étude de la reuse fait qu'on encourage à améliorer la qualité du rejet et en tout cas, on pointe le doigt sur la connaissance de la qualité de ces eaux de rejet. Donc, jusqu'à présent, on rejette une eau de qualité quand même connue à la sortie des stations d'épuration, mais le fait de focaliser sur des réusages amène à une réglementation qui peut être aussi plus stricte pour envisager d'autres usages et ce qui nous permet de vraiment avoir un focus sur ces qualités. Il y a aussi plein de questions de gestion, donc d'identifier finalement où est-ce qu'elle est cette ressource et comment on peut sécuriser de nouveaux usages, notamment pour de la substitution à l'eau potable ou à l'eau brute. Donc, il y a différents types de qualités où on va y revenir, A, B, C et D de ces classes d'eau. Donc là, je fais un petit redite, mais pour d'autres usages avant le retour à l'environnement. Et actuellement, c'est les écosystèmes qui récupèrent ces eaux qui sont chargées et qui parfois peuvent être une nuisance ou un avantage. Donc, quel type de réusage, quel type de destination on peut envisager pour ces eaux usées traitées? Il y a des usages urbains, nettoyage de voirie, rafraîchissement urbain, plutôt industriel pour le lavage, le refroidissement, le recyclage des eaux de process en zone rurale ou en milieu domestique. Et donc, un point aussi de vigilance sur lequel nous, on essaie de porter le maximum d'attention, en tout cas dans le défi clé, et ce qu'on essaie d'inciter aussi le plus dans nos réflexions, c'est d'envisager la rieuse dans des cas de substitution, et en tout cas de ne pas l'envisager comme une nouvelle ressource, puisque cette eau existe déjà sur le territoire, mais c'est une manière plutôt de ralentir son cycle. Et on en vient à la question réglementaire, et j'ai sa parole à Claire. Merci, Justine. Donc, on voit sur ce début de frise que les questions réglementaires autour de la réutilisation de l'eau vont bientôt avoir une vingtaine d'années, hein, puisque les premiers textes, ou une quinzaine d'années, allez, les premiers textes sortent en 2010 autour de l'utilisation d'eau usée issue de stations d'épuration pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. Donc suivi de travaux de l'ANSES, puis d'un arrêté qui s'appuie sur ces travaux de l'ANSES, d'une instruction interministérielle, d'une réglementation européenne en 2020 et d'un décret en 2022. Et je vais détailler ce premier décret de 2022 qui fixe le cadre général des usages autorisés pour la réutilisation des eaux usées traitées. Donc on ne parle là que des eaux usées sorties de stations d'épuration. Et ce décret du 10 mars est assorti d'un arrêté en juillet qui précise en fait le contenu du dossier de demande d'autorisation appuyé sur le décret du 10 mars. Donc ce décret du 10 mars, il concerne plus particulièrement les maîtres d'ouvrage, les exploitants de systèmes d'assainissement, les exploitants d'installations classées ICPE aussi. Et donc, les usages autorisés sont l'irrigation agricole hors de culture consommée crue, l'arrosage des espaces verts et des terrains de sport, le nettoyage des voiries et les usages industriels, hors usage alimentaire ou sanitaire. Il y a aussi des usages interdits, qui sont la consommation humaine directe, donc l'eau potable, les usages alimentaires, d'hygiène corporelle, de loisirs aquatiques, ou l'utilisation de cette eau, même traitée, dans des établissements recevant du public. La finalité de tout ça, les enjeux communs à ces arrêtés, à ces décrets et arrêtés, c'est la protection de la santé publique, la préservation des milieux naturels,
et le développement de la réutilisation des eaux usées traitées dans une notion d'économie circulaire de l'eau, et notamment dans un contexte de tension hydrique qu'on commence à savoir, à bien voir. Donc, on va poursuivre. En janvier 2023, un décret qui autorise l'usage d'eau usée traitée en agroalimentaire, dans le secteur de l'agroalimentaire. Et ce décret, c'est un des premiers décrets du plan eau dont Antoine a parlé en introduction, qui vise à simplifier d'une part et à élargir aussi les possibilités de réutilisation de l'eau, tout en garantissant la santé publique et la protection de l'environnement. Donc c'est vraiment janvier 2023, c'est vraiment une étape clé. Les principales dispositions de ce décret, c'est d'abord des dispositions de simplification, d'allègement des contenus et de réduction des délais d'instruction préfectorale. Il étend aussi les usages autorisés. Alors, on est sur l'irrigation agricole qui était déjà là, mais élargie, incluant des cultures potentiellement sensibles avec des conditions sanitaires strictes, des arrosages d'espaces verts, mais on rajoute les terrains de sport, des usages de propreté urbaine et aussi des usages industriels. Voilà, les objectifs sont toujours d'économiser l'eau, de favoriser l'adaptation au changement climatique et d'encourager les collectivités des industriels à développer des projets de réhute. Et puis, au 29 août 2023, on a un élargissement de ce décret, non plus aux eaux usées traitées seulement, mais aux eaux de pluie. Il y a des eaux que Justine a, alors des eaux de pluie en particulier, mais aussi en fait un élargissement aux eaux non conventionnelles. Donc tout ça pour s'inscrire dans ce plan eau et effectivement viser un objectif de 10% de réutilisation des eaux usées ou de réutilisation des eaux d'ici 2030. Et puis plus récemment, donc on est à mars 2025, un nouveau décret vraiment élargit l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine. Donc on est vraiment sur de l'eau non conventionnelle générale pour certains usages domestiques dans les installations ICPE et dans les installations INB, donc les installations nucléaires de base. Ce décret clarifie vraiment les conditions de réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées traitées. Et son objectif, c'est vraiment un objectif de réduction de la consommation de l'eau potable. En favorisant l'utilisation de ces eaux-là, en fait, on favorise aussi la diminution du prélèvement dans la ressource par le biais de la consommation d'eau potable. Bien sûr, tout en s'assurant que la santé des usagers n'est toujours pas affectée. Et le dernier décret qu'on a vu plus récemment est celui du 8 septembre 2025, qui étend le décret précédent aux usages urbains. Et là, c'est un pas considérable puisque qui dit urbain dit un contact très proche avec l'homme, alors que, donc bien encadrés, les usages d'eau peuvent permettre d'étendre la réutilisation des eaux usées traitées donc à la propreté des voiries, des espaces publics en ville, l'entretien des réseaux d'assainissement, au nettoyage des ouvrages d'art. Et ce qui est à signaler, et ce qui est assez original, c'est que ce décret est issu d'une consultation publique. Et il fixe donc les conditions techniques et sanitaires pour ces nouveaux usages. Donc on va rentrer un petit peu plus, mais pas trop, je vous rassure, dans cette réglementation pour vous donner quelques indications de paramètres qui permettent de normer ces usages et de donner des seuils de qualité. Donc on a des paramètres physico-chimiques de l'eau qui sont sa turbidité. Donc on va le voir qui pour la classe la plus sur laquelle il y a le plus de pression de qualité doit être inférieure à 5. Alors NTU, donc la turbidité, c'est ce qui va permettre de mesurer le trouble. C'est une autre façon de mesurer les matières en suspension, qui elles aussi sont réglementées. La demande biologique en oxygène, donc c'est le potentiel de développement bactérien en fait qu'on va trouver dans une eau, et son pH qui doit être autour de la neutralité de 7. Et la conductivité, en particulier quand on va aller vers des usages agricoles, d'irrigation agricole, donc pour la préservation de la biodiversité, de la qualité des sols et des cultures.
Alors, l'aspect le plus préoccupant peut-être pour les usages liés à l'homme, ben, ce sont ces aspects de paramètres microbiologiques. Et donc, j'ai rappelé dans ce tableau différents usages pour différentes classes d'eau. Alors, en fait, voilà, les classes d'eau pour la réutilisation sont classées de A à B. Donc, classe A, destinée à l'irrigation de cultures consommées crues, arrosage d'espaces publics accessibles. Donc, on va voir qu'on est sur une eau de très haute qualité, une turbidité inférieure à 5. La présence donc d'Escherichia coli, marqueur de contamination fécale inférieure à 10, ce qui est vraiment très faible. Entérocoque de la même manière. Absence absolue de virus entérique ou d'œuf d'helminth, ce qui signifie des traitements nécessaires de haute performance, des traitements tertiaires ou quaternaires, tels que des UV, de l'ozone ou de la filtration membranaire. Classe B, on est pour de l'irrigation de cultures non consommées crues, l'arrosage d'espaces verts non accessibles. Donc là, on comprend qu'on est sur une classe de qualité un petit peu inférieure par rapport à la précédente, avec une turbidité à 10, des Escherichia coli inférieurs à 100 unités formant colonie sur 100 millilitres, des entérocoques inférieurs à 100, absence toujours de virus entérique et d'œufs d'helminth. Là, on est sur un traitement tertiaire plus standard. On n'est pas sur du traitement avancé. Ça peut être de l'UV, du filtre à sable, par exemple. Classe C. On arrive au nettoyage de voiries, usages urbains, irrigation de cultures industrielles ou fourragères. Donc, on peut avoir une petite turbidité, quelques éléments d'Escherichia coli et entérocoque, mais toujours absence de virus entérique et œuf d'helminth. Et là, on est sur un traitement secondaire et de la désinfection. Et enfin, classe D, les usages industriels, bornes incendie, ICPE, IBN. On est sur une turbidité de 30, des Escherichia coli. Alors, selon les sources, on trouve entre 10 et 1000 unités formant colonie, mais on trouve aussi variables selon les usages. Voilà. De la même manière que pour les entérocoques. Mais on a toujours une absence de virus entérique et d'helminth et on est sur un traitement secondaire simple, donc c'est-à-dire, en gros, l'eau qui sort de la station d'épuration. Juste peut-être pour rappeler, traitement secondaire dans une station d'épuration, c'est un traitement souvent à bout C'est activé c'est ou des la boue choses comme ça. activée, voilà. C'est la boue activée, boue aérée, couplée à une décantation. C'est le plus classique. Tout à fait. Euh, j'ai rajouté ici là, deux petits paragraphes. Euh, Alors aujourd'hui, on a une directive cadre européenne qui a été récemment modifiée, donc on parle de la DRU 2, qui cible des contraintes différentes de qualité d'eau à la sortie de cette station, donc potentiellement qualité d'eau qui pourront être réutilisées en fonction des tailles des stations, et en particulier pour les grandes stations supérieures à 100 000 équivalents habitants. Il y a à mettre en place à une échéance de 2030 une élimination des substances émergentes telles que les résidus médicamenteux, les microplastiques ou les PFAS. Et on peut donc pour les tailles légèrement inférieures, alors les tailles de 10 000 à 100 000 équivalents habitants, ça va être une surveillance nécessaire. Et on peut penser que ce type de surveillance et d'analyse et de traitement de l'eau va probablement évoluer au cours des années, y compris vers des stations de petite taille, pour des questions de préservation de l'environnement. Et tous ces paramètres sont aussi soumis à une traçabilité, un contrôle, avec des fréquences d'analyse hebdomadaires à mensuelles selon les usages, des registres de suivi et une sensibilisation obligatoire, puisque tous ces usages sont des usages non potables. Et je crois Juste que avant de j'ai passer fini. à la dernière partie, tu pourrais nous rappeler un des traitements tertiaires en fait, classiques et renforcés. Renforcé, tu l'as un petit peu dit, mais tertiaire classique, par contre, qu'est-ce que ça peut être? Un tertiaire classique, ça peut être alors en fait, le tertiaire renforcé, on va souvent coupler les procédés qui sont là. Le tertiaire standard, ça va être de l'UV tout seul ou de l'ozone toute seule, mais c'est souvent ozone et charbon actif, par exemple. Voilà. Donc, enfin, un tertiaire renforcé, il y a plusieurs barrières. Euh, Tertiaire standard, c'est de l'UV, ozone charbon. euh, c'est essentiellement ça.
Et actuellement, dans les stations d'épuration, c'est pas Ah répandu non, partout. aujourd'hui, les stations d'épuration, alors, à part quelques-unes qui ont Ah, déjà fait cet effort, mais donc tu as la station de Sophia Antipolis, par exemple, qui a installé une filtration tertiaire standard aux zones plus charbon actif, mais la plupart des stations en France sont sur un traitement secondaire simple. Ce qui veut dire que si on veut réutiliser l'eau sortie de cette station, il faut prévoir le coût d'un traitement supplémentaire. des eaux du traitement tertiaire, on pourrait imaginer peut-être dans les baies où il y a la conchyculture, par exemple. Oui, ou les zones de baignade Oui. aussi. Mm. Ouais. On sait qu'il y a un rejet en zone de baignade Mm. et ça peut être aussi, ce qui est le cas Il dans n'y a les pas de Pyrénées-Orientales, il y a des UV mais qui sont activés que en période estivale. Mm. Donc ça pourrait limiter les coûts. Ouais. Très bien. Ben, maintenant qu'on a pu voir un petit peu tous ces aspects-là, on entend qu'il y a, bon, il y a des grands espoirs, notamment du gouvernement, même des gens sur le terrain pour passer ces phases de sécheresse. Ils voient ça comme une ressource. Et par ailleurs, on entend des grandes craintes, puisque pour les autres, on se dit, ben, parfois c'est la seule eau qui nous reste pour le milieu. Vous travaillez sur ces questions avec des partenaires dans les territoires. Quels sont les enjeux que vous avez identifiés à ce stade et quels sont les exemples que vous pouvez dont vous pouvez nous parler? Les enjeux, d'abord au niveau local, c'est d'assurer, d'analyser le lien, l'adéquation entre cette ressource alternative et les usages et les besoins qui sont derrière. Ce que vous avez pu comprendre depuis le début de notre présentation, c'est qu'il y a, par le réusage, il y a plusieurs, ça correspond à plusieurs diversions du cycle, du grand cycle de l'eau. Donc, c'est plusieurs chemins où aller prendre des eaux déjà dégradées mais qui sont tous des diversions d'un même cycle, d'un même grand cycle, et du coup, ça vient tous prendre sur la même quantité d'eau. Il y a pas de magie de création d'eau par les réusages. Donc, au niveau de cette adéquation entre usage et ressources, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il y a plusieurs origines possibles. Il y a les stations de traitement des eaux usées urbaines, qui est l'essentiel qui vient à l'idée, c'est ce dont vient de parler Claire. Mais il y a potentiellement aussi les bassins d'orage. Le drainage agricole, là, c'est une situation dans le Clermontais, près de Montpellier, ce que vous avez sur la photo, où il y a du drainage agricole. Et donc, on cherche à voir comment pouvoir réutiliser l'eau qui va s'infiltrer de ce drainage et pour pouvoir être mobilisée pour produire de l'eau potable. Donc il y a tout un continuum possible depuis la récupération d'eau pluie jusqu'aux stations de traitement des eaux usées, et chacune avec ses spécificités en termes de qualité, à partir desquelles on va travailler pour voir quels usages vont pouvoir être le plus pertinent pour pouvoir les mobiliser. En fonction de leur proximité, parce que l'eau est lourde à transporter, du coup, une première condition, c'est que l'usage, la destination soit proche du lieu où l'eau usée devient disponible. Est-ce que cet usage est adapté à la qualité? Là, Claire vous a montré les liens entre qualité d'eau et différents usages. Le coût, est-ce que le coût est acceptable? Donc voilà, tous ces différents usages, ces différents critères vont permettre de travailler sur la mise en adéquation entre ressources et usages. Maintenant, au niveau du défi, je viens la diapo d'après, s'il te plaît. Au niveau du défi, on travaille pas uniquement à ce niveau local. Il y a les conditions de mise en œuvre, donc ce dont je viens de parler, conditions techniques, financières, aussi sanitaires. Mais il y a aussi les effets locaux sur les écosystèmes, sur l'économie du territoire, sur le bien-être des habitants, et les effets qui peuvent toujours être ambivalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. Ils vont être positifs sur l'écosystème en évitant de rejeter des contaminants. Mais ils peuvent être aussi négatifs sur l'écosystème en consommant une eau qui aurait été autrement nécessaire pour l'écosystème. Sur l'économie du territoire, il va y avoir des coûts, mais ça peut générer de l'activité, et avec des enjeux d'analyse aussi de ce qu'on appelle les effets rebonds, c'est-à-dire que une fois qu'on met en œuvre ce type d'infrastructure, il y a toujours un risque qu'elle soit considérée comme une eau disponible supplémentaire et du coup qu'elle génère plus de consommation et donc amplifier le problème plutôt que le résoudre. Et ensuite, il faut bien travailler aussi à l'échelle du bassin versant. Donc
comme je disais tout à l'heure, la réutilisation, c'est prendre dans une diversion, un chemin de côté du grand cycle de l'eau. Et donc, à partir du moment où on le prend, ce chemin ne retourne, l'eau qu'on prend ne retourne plus nécessairement au cycle principal. Il y a notamment tous les usages qui vont générer de l'évapotranspiration, qui vont bypasser toute la fin du cycle jusqu'à la mer et qui vont directement repartir dans le compartiment atmosphérique. Donc il y a besoin d'être capable d'évaluer les quantités et les qualités d'eau à l'aval d'un lieu de rejet pour voir si ce qu'on va remettre ou ne va pas remettre va être un manque ou un bien pour l'écosystème à l'aval. Donc avec ça, il y a on va faire des analyses coûts-avantages pour pouvoir comparer qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce que ça nous coûte, en travaillant à l'échelle du bassin versant, c'est-à-dire en regardant pas uniquement les avantages et les coûts au niveau du lieu d'une station d'épuration, mais c'est surtout le bassin versant. À prendre en compte aussi les effets sur ce qu'on appelle reuse passive, qui est de la reuse qui existe déjà en France, qui n'est pas dans le 1% qui est compté, parce que ça ne transite pas par les tuyaux, mais l'eau qui est rejetée actuellement dans un cours d'eau après une station d'épuration est bien souvent reprélevée un peu plus loin pour une autre station de prélèvement pour de l'eau potable et traitée pour faire de l'eau potable à ce moment-là, ou pour d'autres usages que l'eau potable. Donc cette reuse passive pourrait devenir non pour ne plus être possible dans des cas où il y aurait un fort prélèvement avec peu de rejets et donc plus d'eau disponible pour les stations de prélèvement, stations de pompage plus à l'aval. Ce qui peut être embêtant parce qu'en fait cette reuse passive elle est quand même souvent nettement moins chère que la reuse qui est contrôlée en sortie de station d'épuration. Le quatrième enjeu sur lequel on travaille dans le défi, c'est un enjeu de suivi et de mesure des impacts. Euh, ces impacts, ils vont être très localisés parce qu'ils vont dépendre du contexte géologique, du contexte écologique, de la situation par rapport à la mer, et donc une nécessité d'avoir un suivi, une mesure qui correspond exactement aux besoins et aux réusages qui sont envisagés sur un territoire. Donc, on veut travailler sur les capacités de cette mesure et de ce suivi. Et pour ça, on le fait via la mise en place d'un réseau de Living Lab. Voilà, donc le défi clé a mis en place 6 Living Labs en région Occitanie, qui sont des territoires d'expérimentation, c'est-à-dire c'est des territoires sur lesquels nous travaillons entre communautés académiques de la région et acteurs des territoires sur les enjeux, les questions qui se posent par rapport au réusage. Donc là, vous pouvez voir sur chacun de ces 6 territoires, donc Toulouse, le Pays d'Armagnac dans le Gers, l'amont du bassin de l'Adour, la métropole de Montpellier, la communauté de communes du Clermontais et la commune de Clérac, vous pouvez voir qu'on a eu des questions, des problématiques initialement différentes, parce que ça correspondait aux problèmes que se posaient les acteurs de ce territoire par rapport au réusage. Par acteurs du territoire, j'entends non seulement les acteurs des politiques publiques, les techniciens des collectivités ou des syndicats de bassin, mais aussi des acteurs économiques, et notamment du secteur agricole, mais aussi des acteurs de technologie, notamment par exemple, technologie membranaire, de développement de technologies de traitement, et des acteurs du monde associatif, que ce soit monde associatif environnemental, mais aussi plus de vie locale, type jardin partagé ou association de riverains. Donc c'est avec ces acteurs-là qu'on fait remonter les problèmes qu'ils se posent, les questions qu'ils se posent par rapport à cette perspective de réusage, qu'ensuite on traduit dans des questions de recherche et on mobilise des enseignants-chercheurs de notre communauté en Occitanie, du défi clé, pour accueillir et encadrer des stagiaires de master sur 6 mois pour traiter ces questions. Et donc maintenant, on va passer Justine va vous présenter quelques exemples spécifiques de ces Living Labs. Oui, alors comme l'a dit Olivier, chaque comité de pilotage de chaque territoire font remonter des problématiques et dans ce cadre-là, on met en place les stages. Donc sur Toulouse Métropole, on a également signé aussi une convention de partenariat avec la métropole de Toulouse pour officialiser cette réflexion à l'échelle de Living Lab entre chercheurs et acteurs du territoire. Et depuis 2024, on a mis en place 2 stages. Donc
Donc, je vous cite juste les titres pour donner des idées d'études qui peuvent se mener au sein de Living Lab. Donc, il y a l'étude des systèmes de valorisation des eaux grises dans un scénario de séparation à la source en milieu urbain, qui a été étudié en 2024 avec le laboratoire TBI. Et en 2025, il y a la caractérisation du risque microbiologique associé au développement de biofilms lors du stockage d'eau non conventionnelle, qui a été étudié avec le LGC, le laboratoire de génie chimique de Toulouse. Également à venir en 2026, potentiellement deux stages, un qui serait pour évaluer la dynamique des systèmes décentralisés de traitement et de réutilisation des eaux dans le cas des eaux grises, dans le cas du mythe. Donc c'est le parc d'exposition de Toulouse Métropole qui est déjà, enfin, pour une petite partie, réutilise déjà des eaux grises. Et ce qui est intéressant, c'est de porter à connaissance ce cas et de mettre de faire de ce cas une étude aussi auprès de chercheurs pour en évaluer ses capacités et sa mise en œuvre. Et un autre projet qui s'appelle EPSOL, donc là qui sera plutôt pour déterminer la composition de sol, donc ses propriétés physiques et géochimiques, et analyser les effets sur la dépollution des eaux de ruissellement, donc c'est des eaux issues de toitures et de voiries, pour optimiser la hauteur de sol nécessaire. Ouais, c'est dans l'idée de diminuer ces hauteurs de sol ou de voir de manière de comment les optimiser pour faire en sorte que l'épuration se fasse de manière optimale. Sur chaque territoire, on a aussi des projets de recherche que je ne vais pas détailler ici, mais juste pour vous préciser que au-delà des stages, il y a aussi des projets un peu plus ambitieux du défi avec des thèses qui vraiment se focalisent sur des techniques parfois de traitement ou d'études des réusages et qui s'appuient sur les Living Labs. Un deuxième cas qu'on souhaitait vous présenter, un côté ouest du coup avec Toulouse Métropole et un plutôt côté est avec la toute petite commune de Cléra qui est dans les Pyrénées-Orientales. Et là, la thématique qui ressort, c'est des réusages plutôt en milieu côtier pour sécuriser les apports en eau sur un territoire où il y a de fortes tensions hydriques. Donc là, pareil, on a un projet de recherche que je ne vais pas détailler ici, mais il y a des informations sur le site du défi clé qui s'appelle Compaki qui étudie plutôt la recharge, les méthodologies de type de traitement pour envisager la recharge de nappe et plusieurs stages qui ont été faits depuis 2023. Donc, sans aller dans le détail, mais c'est plutôt des stages qui ont été concentrés sur la recharge artificielle de la nappe pour celui de 2023 et un de 2024 qui caractérise aussi la structure et le fonctionnement de la nappe quaternaire. Et ensuite, une étude plutôt en géographie pour estimer les types de réusage possibles sur la commune de Cléra en fonction des types d'irrigation et dont on peut voir aussi quelques cartes ici qui résultent euh, de ce stage, mais aussi au-delà avec la poursuite vers l'écriture d'articles scientifiques. Et en 2025, il y a eu l'évaluation économique du coût des sécheresses et de la mise en place de solutions de réutilisation des eaux usées, pareil sur cette commune. En 2026, on envisage de faire un stage qui serait plutôt sur évaluer les conséquences d'érosion en rivière de la Réute versus un non-rejet. Donc, voir quels seraient les impacts sur les débits s'il y avait la réutilisation qui se mettait en place sur la station et quelles sont la qualité des cours d'eau enfin, la qualité quels impacts pardon, cela aura sur des cours d'eau qui plus est, sont des cours d'eau intermittents. Donc, je voulais juste clôturer avec cette petite partie sur les Living Labs en ajoutant quelques images, puisque c'est des territoires sur lesquels on interagit beaucoup avec les acteurs. Comme le disait Olivier, avec le plus possible une diversité d'acteurs sur les territoires qui peuvent nous faire part de leurs questionnements, de leurs idées et de leurs besoins vis-à-vis de la ressource en eau et de voir dans quelle mesure les réusages sont pertinents ou non. Donc là, on voit plutôt des réunions avec des ateliers qu'on mène avec les personnes qui font partie de ces Living Labs. On voit aussi des réunions que l'on mène ensemble pour déterminer justement les stages que je vous ai cités précédemment. Peut-être une petite incise. Donc, en fait, il y a pas, c'est pas qu'un volet technique, il y a un volet sociologique aussi qui est étudié, et Oui, peut-être avec des mises en situation, des jeux sérieux, je ne sais pas. donc en jeu sérieux, si je reviens,
Il y a une slide, il me semble, je ne sais plus où où j'ai mis Une les photo. photos, voilà, ici, où vous voyez notamment dans le cadre de ce projet qui s'appelle Terre Reuse, qui justement apporte, s'efforce à apporter des réponses sur cet axe-là, d'évaluer les effets à l'échelle du bassin versant. Il y a le développement de jeux sérieux, entre autres, mais en effet, si de manière générale sur les Living Labs, c'est vraiment un lien qu'on essaie de tisser entre recherche et acteurs des territoires. Donc, avec un volet sociologique qui est traité, on essaie le plus possible, en tout cas sur chaque Living Lab. Merci. Et donc, pour conclure. Et donc, pour conclure, on a essayé de mettre sur cette slide les messages essentiels à ramener à la maison, comme on dit, les take-home messages, disent les anglophones. Donc en France, on a un volume d'eau disponible qui est globalement suffisant. Mais le problème, c'est sa répartition et on a encore donc des traitements selon les sources et les usages qui doivent être optimisés. On peut se dire néanmoins que réserver l'eau potable à des usages vitaux semble essentiel, donc ne pas gaspiller l'eau potable à d'autres usages. Valoriser les eaux de pluie et les eaux recyclées pour des usages techniques, ça nous paraît aussi important. Soutenir les filières agricoles avec des systèmes économes et adaptés. On a parlé de différents niveaux de traitement. On a parlé de proximité d'usage par rapport à la ressource d'une eau, à la source d'une eau à réutiliser. Voilà, ce sont des éléments qui sont sous-entendus dans cette phrase-là. Et donc, c'est probablement vers une gestion intégrée qu'il faudrait se tourner pour répondre aux enjeux de volume, pour répondre à la fois aux enjeux de volume, de coût et de durabilité. Donc, peut-être segmenter les usages selon la qualité requise, favoriser la réutilisation des eaux grises et des eaux pluviales, pas seulement les eaux usées traitées. On peut, au niveau d'habitation ou de gros bâtiments, assez facilement dissocier les eaux grises. Euh, voilà, et les eaux pluviales qui sont des eaux de qualité assez intéressantes pour un réusage parce qu'elles nécessitent relativement peu ou moins de traitements ou des traitements moins coûteux. Bien sûr, sensibiliser les usagers à l'acceptation des eaux alternatives, ça c'est quelque chose d'important. Et alors, dans usager, on va entendre le citoyen qui va réutiliser cette eau, mais aussi le citoyen qui peut être amené à manger des légumes irrigués par cette eau, par exemple. Voilà, des éléments comme ça. Et bien sûr, optimiser les traitements en fonction des besoins réels, euh, probablement par des hybridations de procédés. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Toutes les questions vont tourner autour du coût de ces traitements. Et donc, quelques pistes de réflexion. Bien sûr, la sobriété dans nos modes d'usage de l'eau nous paraît essentielle. Avoir aussi des approches locales. Euh, et on a vu que ces aspects locaux sont donc fortement dépendants des territoires. On ne va pas réfléchir de la même manière sur le bassin d'Arcachon et dans les territoires un peu au nord de Montpellier, sur le Clermontais, par exemple. C'est pour ça que nous nous sommes appuyés pour nos travaux sur des Living Labs qui nous permettent justement de mettre en évidence ces disparités, mais aussi de mieux travailler à des solutions locales. Et donc, en prenant en compte les spécificités environnementales, les spécificités sociales, les spécificités économiques, et on va parler d'études de socio-hydrosystèmes. Donc, bien sûr, ce qu'on cherche à faire, c'est préserver le milieu naturel, préserver la ressource, tout en satisfaisant à des besoins. Donc, la solution à étudier est principalement une solution de substitution pour éviter les effets rebonds. On n'est pas là sur de la reuse qui va permettre de faire des choses en plus. Et on revient sur la notion de sobriété sur cette proposition. Donc, une gestion différenciée des eaux selon leur qualité et leurs usages nous paraît être une clé de la durabilité. Et pour ce faire, il est primordial d'identifier des couples ressources-usages et de les optimiser, soit en termes d'énergie, de niveau de traitement, d'impact sanitaire, tenant compte de leur contexte. Et peut-être qu'une solution, que la reuse se présente comme une solution parmi d'autres et que pour optimiser la gestion de l'eau, renforcer la résilience des milieux, il est certainement utile d'envisager des mix de solutions.
contenant la réutilisation de l'eau, mais pas que. Sur ces mots, nous vous remercions pour votre attention. Merci Claire. Euh, à l'amont de la visio, il y avait quelques questions qui ont été posées par écrit. Je vais me permettre d'en relayer quelques-unes en attendant que si des gens ont d'autres questions. Et il y avait une question sur le fait de transfert de pollution. En fait, comme on sait que les eaux en fait, usées, traitées, par exemple, contiennent forcément des polluants, que actuellement ces polluants, bah, par exemple, finissent dans la rivière, hein. Soit ils sont traités et ils existent plus, soit ils ne sont pas traités et ils finissent à la rivière. Il y a des questions qui se posent effectivement sur le transfert, si c'est un usage, par exemple, en agriculture ou d'autres usages. Est-ce que ce cas-là vous est posé actuellement et qu'est-ce que vous avez pu observer? Alors, j'aurais tendance à répondre aujourd'hui qu'on a besoin de beaucoup de recherche et d'acquisition de connaissances là-dessus, et c'est pour ça en particulier que beaucoup de précautions sont prises. Donc, je vais me permettre de parler des aspects micropolluants dans ta question. On ne va pas parler des polluants conventionnels qui, eux, sont maîtrisés, et on sait très bien quand les cultures ont besoin d'azote ou de phosphore. Donc, on va pas, c'est pas de ces pollutions-là, je pense qu'il est question, mais plus de la micropollution. Et il y a actuellement des donc, micropolluants, typiquement des molécules pharmaceutiques potentiellement non éliminées ou des phytosanitaires, des choses comme ça. Euh, on- il y a des études qui sont faites, en particulier à INRAE, pour connaître le devenir de ces molécules dans les plantes, dans les feuilles de salade, dans les tomates. Alors moi, j'ai souvenir de résultats où on a montré que en fait, rien ne part dans la tomate, mais tout part dans les feuilles de la tomate. Alors sur la salade, je ne sais plus en fait. Bon, il y a une acquisition de connaissances en fait à avoir et c'est pour ça que des précautions sont prises et que on a vu par rapport aussi à la pollution pathogène, microbienne, qu'il y a une distinction entre les cultures qui seront consommées crues et les cultures qui seront consommées cuites. Et d'ailleurs, en fait, la question de la pollution, effectivement, se rapporte aussi à la question de pollution des sols, mais aujourd'hui, en fait, la seule solution, entre guillemets, c'est effectivement d'essayer de limiter les polluants à la source. Voilà. Donc, on est bien d'accord que là, on sera quand même potentiellement avec des traitements plus ou moins poussés en fonction de l'usage, et c'est les études qui sont en cours, effectivement, pour éviter qu'il y ait trop de matières qui aillent polluer, soit le sol, soit les végétaux, selon les usages, quoi. Et peut-être une autre question donc, qui en parlait, qui est posée sur le chat, c'est quel sort est réservé aux résidus de traitement en fait? Vous savez ça un petit peu sur les résidus de traitement de station? Et la question est très vague. Mhm. Euh, alors, les résidus de traitement secondaire de l'eau, ce sont des boues biologiques dont le traitement est parfaitement encadré. Elles sont potentiellement épandues, potentiellement égouttées et calcinées. Ça, voilà. Donc, selon la qualité de boue, les eaux qui sont rentrées dans la station d'épuration, on a le devenir des boues de station d'épuration qui sont le résidu du traitement secondaire, sont, c'est encadré et maîtrisé, je l'espère. Alors ensuite, les résidus d'autres traitements. Alors, je suppose qu'on va parler de concentrats membranaires, par exemple, ou euh, ouais, c'est plutôt des concentrats. Donc ça va repartir dans le circuit. Ça peut repartir en tête de station ou repartir dans un circuit qui va conduire finalement à une élimination par, euh, par chauffe, hein. Ok. Voilà. Euh, une mention particulière aux résidus de traitement de dessalement. Oui, aux résidus d'ultrafiltration. Voilà, ben je vois là, je vois sur le chat là. Je parle bien de ça. Ce sont des concentrats et le traitement des concentrats est un problème dans toute l'industrie membranaire. Donc en particulier sur le dessalement et ces concentrats qui sont renvoyés dans l'eau de mer. Donc ça, on sait aujourd'hui que c'est néfaste à l'environnement et on essaie de faire autrement. Mais Peut-être une, ça reste une question qui entache les bilans environnementaux et économiques de ces procédés. peut-être une dernière question, c'est sur le volet sociologique, on l'a évoqué rapidement, l'acceptabilité, les craintes.
Alors c'est vrai qu'on voit que la réglementation, notamment très forte, qui était portée jusqu'à maintenant via l'ARS, essayait justement de garder des verrous pour éviter toute contamination. Qu'est-ce que vous en savez par rapport aux échanges que vous avez vus sur justement l'aspect acceptabilité du réusage? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez observé une évolution ou est-ce que on est dans un statu quo? Comment vous voyez les choses? Les craintes, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus au niveau des intermédiaires, notamment les industries agroalimentaires qui vont hésiter, qui vont refuser d'acheter des produits issus d'irrigation avec de l'eau réutilisée par crainte qu'il y ait ensuite des soucis de commercialisation. Il y a quelques années, il y a eu la thèse de Benjamin Nouri, qui avait travaillé sur ces questions-là sur un site dans le sud-est de la France. Et dans les enquêtes qu'il avait faites, les consommateurs finaux il y avait peu de soucis d'acceptabilité, en particulier quand c'était des produits destinés à la cuisson. Voilà. Mais par contre, si on regarde au niveau des industriels agroalimentaires, ceux qui font du surgelé, de la conserve, eux, actuellement, ils refusent. Et d'où des limites dans l'acceptation de ces méthodes d'irrigation par les agriculteurs, parce que ben, ils ont peur pour leurs débouchés via le secteur agroalimentaire. Et sur le volet économique, est-ce qu'on a des données, parce que en fait, tout traitement a un coût, qui dit protection derrière, potentiellement traitement plus ou moins important. Est-ce qu'il y a des analyses technico-économiques sur le volet faisabilité derrière, pour le Oui, coût par rapport à l'usager final? oui, il y a eu des études qui ont été faites et là, nous, dans le défi, on en a soutenu une là, sur la commune de Clara, donc parmi les stages dont a parlé Justine, qui a montré que donc Clara, donc, qui est une commune des Pyrénées-Orientales, ce serait économiquement rentable, c'est-à-dire que les gains globalement seraient supérieurs aux coûts globalement, sans regarder qui les porte. Ce ne serait économiquement rentable que si on est sur au moins une année sur deux de sécheresse de niveau 2023. Voilà. Ce qui veut dire que dans les scénarios actuels climatiques, ce n'est pas économiquement rentable. Alors pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Parce que c'est intéressant de regarder le chemin parce que c'est toujours contextualisé. C'est que la localisation de la station d'épuration à Clara n'est pas immédiatement à proximité de suffisamment de terres agricoles équipés pour l'irrigation. Et du coup, l'installation, le surcoût de l'eau pour l'irrigation serait supporté par un nombre moindre d'agriculteurs qui ne serait possible vu le potentiel de production d'eau usée traitée. Les alternatives qui ont été envisagées, c'est le transport par camion. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre cette eau usée traitée sous pression pour l'amener aux exploitations, la transporter par camion, mais qui n'était pas, enfin, qui n'arrivait pas non plus à montrer de rentabilité, qui pourtant avait un intérêt, et là c'est une piste sur laquelle il y a encore des travaux à faire, qui est de regarder si économiquement ça devient plus rentable, mais de combien, enfin quel est le gain qu'on va observer sur des plantes, sur des cultures pérennes, notamment sur les Pyrénées-Orientales, type verger ou vigne, euh, quand l'eau usée traitée serait mobilisée uniquement pour sauver des plantes. Et donc pas avoir à réinvestir ensuite pour remettre de nouvelles plantes qui ne seront pas productives pendant 4 ans, 5 ans. C'est vrai qu'on on Et parle pas mal d'agriculture, mais c'est vrai que sur la partie réutilisation, on en voit un petit peu donc en industrie qui se développe. Et s'il le développe, c'est que c'est intéressant économiquement. Et puis notamment par rapport au fait de la peur d'avoir une rupture de chaîne de production. Donc il y a quand même des cas où effectivement on Oui. arrive à avoir aujourd'hui des exemples, quoi. Là, faut voir enfin, l'agriculture, c'est peut-être moins. On parle beaucoup d'agriculture parce que c'est comme le plus gros consommateur d'eau en volume net. Enfin, donc, sans en prenant en compte le fait qu'il y a pas il y a très peu de retour au milieu. Donc, c'est le plus gros consommateur d'eau, notamment en période d'étiage. Et donc, c'est là où il y a le plus à faire. Mais c'est aussi l'activité économique sur laquelle les marges c'est une activité économique sur laquelle les marges sont souvent faibles
Et du coup, la sensibilité à une hausse des coûts devient très forte. Euh, une autre différence donc, avec les activités industrielles, c'est que en agriculture, quand on est sur des techniques d'irrigation conventionnelles, c'est-à-dire par exemple aspersion, il y a à peu près, ou en gravitaire, on est à 50% de l'eau qui va être évaporée, transpirée, et 50% qui va passer par la plante, et 50% qui va revenir au milieu en infiltration ou par des réseaux de drainage. Quand on passe sur des techniques plus efficaces en termes d'utilisation de l'eau, on arrive à 90, voilà, donc tel que le goutte à goutte ou le goutte à goutte enterré, on arrive à 90 voire 95% de l'eau apportée à la plante qui est évaporée, donc quasiment rien en retour au milieu. Ça veut dire que sur ces usages-là, si on fait de la réutilisation, on est en boucle ouverte, si vous voulez. Tout ce qui rentre va ressortir vers l'atmosphère et donc nécessiter à chaque fois de reprendre de l'eau, donc d'acheter à nouveau de l'eau. Les industries sont sur des usages où il y a beaucoup moins de pertes pour la plupart. Et donc, elles peuvent aussi se mettre en place à leur échelle une réutilisation, un recyclage de l'eau au niveau. Donc, elles vont acheter, en gros, elles vont acheter de l'eau une fois et après, elles vont essayer, elles vont l'utiliser plusieurs fois à leur niveau. Et ce qui, du coup, rentabilise plus l'achat initial. Claire, tu voulais compléter? Non, c'était moi c'était Oui. juste pour rajouter à ce que disait Olivier, c'est que aussi ce cas d'étude là sur Cléra, c'était pour un type aussi de traitement particulier avec un transport de l'eau, mais il y a aussi enfin, la question se repose aussi du modèle économique si on envisage d'autres types de traitements tels que la recharge de nappe par exemple, ou peut-être qu'il y a des coûts qui seront soit compensés, soit peut-être pas d'ailleurs, peut-être augmentés, mais que du coup ça varie aussi en fonction du type de traitement qui va être choisi. Ok, merci pour ces précisions. Juste une question globale. Est-ce qu'on a un observatoire des projets qui existent en France ou est-ce que c'est à votre connaissance ça existe, ça? Il y a eu un recensement des projets de réutilisation fait par Rémi Lombard-Latune. C'est l'OFB, je crois. Je sais plus qui c'est qui avait mandaté cette étude. Euh, Donc peut-être euh, en cherchant Rémi Lombard-Latune, en fait, c'est quelqu'un de l'INRAE, on pourrait oui, trouver des éléments. oui, Oui, il me oui. semble que c'est l'OFB. Ouais. Je crois que c'est l'OFB1 et il a fait une étude en fait sur les projets de réutilisation de l'eau qui avaient été envisagés, financés, réalisés. Euh, mais c'est une étude qui remonte à il y a 2 ou 3 ans. Je ne pense pas que depuis ça a été refait. Euh, et un des éléments essentiels, c'est qu'il y avait beaucoup de projets, mais peu de réalisations encore. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. On va clore cette visio pour vous remercier et donc on pourra consulter donc sur le web la visio et il y aura le document attaché qui sera mis à disposition pour ceux qui veulent reconsulter le diaporama. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.